si les États-Unis est autant engagés pour amener la paix à l'est de la RDC, c'est notamment, le Cocorico l'a dit tout à l'heure, c'est pour des raisons économiques par rapport à ce deal en gestation entre les États-Unis et la République démocratique du Congo sur les minerais stratégiques. Maintenant, comment les États-Unis comptent faire ce deal? On va vous proposer donc ce reportage, mais ce qui est intéressant dans ce reportage, c'est le nom qui sort dans ce reportage. Il s'appelle Erik Prince. Erik Prince pour les francophones. C'est l'homme qui a été présenté notamment par Reuters comme la personne qui va s'occuper de sécuriser les investissements américains en République démocratique du Congo. On va suivre ce reportage et puis on va revenir pour savoir qui est réellement ce personnage. Vous allez d'abord suivre le reportage qui parle du deal et qui le présente. Ensuite, nous allons le suivre lui-même, Erik Prince, qui est en train de présenter dans un podcast américain sa situation, sa vision à lui de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Je vais vous demander donc de le suivre très attentivement. Et après, nous reviendrons ici pour parler de l'homme. Qui est donc Erik Prince? Suivez ce reportage. Washington et Kinshasa peuvent-ils vraiment conclure un accord équitable sur l'exploitation minière? La RDC cherche un accord commercial, mais les critiques disent que le résultat final sera l'exploitation. Avec des entreprises de sécurité privées américaines engagées pour soutenir l'extraction minière, le président Trump est-il en train de faire une ruée moderne vers l'Afrique? Je suis Andrea Sanke et le sujet d'actualité d'aujourd'hui est Trump en RDC. Nous avons de grands projets. Oui, Monsieur le Président. Ce sera génial. Vous partagez simplement sur vos réseaux sociaux. Oui. À propos des grandes nouvelles pour l'Afrique. Pouvez-vous en dire plus pour le peuple africain? Tout le monde est tellement excité. Eh bien, vous savez, nous avons de grandes nouvelles, je crois, à venir avec le Rwanda et le Congo. Et je pense que vous allez voir la paix au Rwanda et au Congo et dans quelques autres nations aux alentours. Et ce sera une chose formidable. Donc nous espérons que cela va se produire. Et aussi, votre administration investira plus de 6 milliards de dollars dans le corridor Rubino-Angolais, qui transportera essentiellement des minéraux critiques du Congo, de l'Angola et de nombreux autres pays. Nous cherchons à faire de belles choses et à maintenir la paix. Nous allons maintenir la paix. Monsieur le Président. Merci, chérie. Merci. Eh bien, les pays sont rarement plus compliqués que la République démocratique du Congo. Incroyablement riche en ressources minérales, elle a une histoire de sévère exploitation par des puissances étrangères, tandis que des conflits principalement internes ont maintenu la RDC dans la pauvreté et à la merci des groupes rebelles. Il est donc intéressant de voir le président Félix Tshisekedi demander à une puissance étrangère d'aider à assurer la sécurité intérieure en échange de l'extraction minérale. Eh bien, le président américain Trump y voit une grande opportunité pour se procurer les minéraux et terres rares qu'il souhaite, pour développer l'industrie manufacturière américaine. Mais est-ce une idée judicieuse de se confronter à la Chine dans l'une des zones les plus instables du monde? Voici un aperçu. Ceci est le moment où une montagne s'est effondrée dans une mine en République démocratique du Congo, révélant des tonnes de cuivre. Et le pays en a beaucoup plus. Il produit 71% du cobalt mondial et 34% du coltan. Pourtant, la lutte pour contrôler cette immense fortune a également alimenté le conflit interne de plus de 30 ans en RDC. Depuis que les rebelles du M23 ont renouvelé leur offensive en décembre de l'année dernière, au moins 7000 personnes ont été tuées et plus d'1 million ont été déplacées. Les rebelles ont pris Goma, la capitale de la province riche en minéraux du Nord Kivu, et ont continué à avancer. L'armée congolaise n'a pas réussi à les arrêter et les efforts de paix n'ont donné aucun résultat. Maintenant, le gouvernement se tourne vers les États-Unis pour un accord impliquant l'échange de minéraux contre la sécurité. Le président Félix Tshisekedi a écrit dans une lettre de février à son homologue Donald Trump que le partenariat entre les deux pays offrirait aux États-Unis un avantage stratégique en sécurisant des minéraux critiques. Un sénateur congolais et un groupe de lobbying africain ont proposé au secrétaire d'État, Marco Rubio, que les États-Unis pourraient former et équiper les forces congolaises, avoir accès à des bases militaires et remplacer les casques bleus de l'ONU en échange de la protection des ressources stratégiques.
Et l'envoyé de Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, a récemment effectué son premier voyage officiel en RDC, rencontrant Tshisekedi. Nous recherchons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale prospère. Vous avez entendu parler de l'accord sur les minéraux. Nous avons examiné la proposition de la RDC. Et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son développement. L'agence de presse Reuters rapporte également que l'allié de Trump, Eric Prince, a conclu un accord pour sécuriser et taxer les ressources du Congo. Prince est le fondateur de l'entreprise militaire privée Blackwater. Il a vendu l'entreprise en 2010, après que certains de ses employés ont été accusés d'avoir tué des civils pendant la guerre en Irak. Trump l'a gracié lors de son premier mandat, et maintenant il est devenu un acteur dans l'accord avec le Congo. L'initiative américaine vise à contrer l'avantage de la Chine dans l'accès aux minéraux critiques. La vaste richesse en cobalt du Congo est essentielle à la production de batteries pour véhicules électriques, d'équipements militaires et dans l'industrie aérospatiale. Et la Chine contrôle actuellement environ 75% de l'exploitation minière du Congo. Mais la politique de non-ingérence de la Chine ne fournit pas au Congo la sécurité dont il a grandement besoin. Les détails sur l'accord américain sont rares, mais les deux pays partagent une histoire sombre. Les États-Unis ont soutenu le dictateur du Congo, Joseph Désiré Mobutu, jusqu'à sa chute en 1997. Pendant son règne, l'Occident a été accusé de fermer les yeux sur le régime brutal de Mobutu, en faveur des flux de ressources provenant du pays. Certains craignent que le nouvel accord ne conduise à une exploitation accrue et que les Congolais n'en tirent que peu de bénéfices. Pour l'instant, les deux parties semblent avoir ce dont l'autre a besoin, mais il n'est pas clair si cela apportera finalement au Congo la paix, la sécurité et la richesse, ou plus de problèmes à long terme. Eh bien, ce qui se passe en ce moment, disent-ils, ce sont les rebelles du M23. La réalité est qu'il s'agit d'un substitut de l'armée rwandaise dirigée par Paul Kagame. Et cela a commencé. Regardez, le génocide rwandais, bien sûr, a eu lieu en 1994. Et une partie de la société rwandaise, les Hutus, a commencé à abuser et à commettre un génocide contre les Tutsis et le FDLR, qui était cette organisation extrémiste Hutu. Certains d'entre eux ont fui vers l'est de la RDC et soi-disant les rebelles du M23 étaient là pour les combattre. Mais la réalité de ce qu'il est devenu est une organisation de vol massive, générant environ 600 millions de dollars par mois en or, en cobalt, en étain, en tantal, tous les minéraux de grande valeur provenant de l'est du Congo sont pris dans des zones gérées par ce gang du M23, soutenu par les forces spéciales rwandaises. Le Rwanda affiche toutes sortes de chiffres élevés pour les exportations de minéraux. Aucun de ces minéraux n'est réellement produit ou extrait au Rwanda. Ils sont tous volés à la RDC. Donc, dans cette dernière offensive où ils ont saisi Goma, qui est une ville clé dans l'est de la RDC, juste au nord du lac Kivu, il y avait des agents de sécurité roumains, une société militaire privée. Ils ont résisté et ont tenu bon pendant environ 5 jours d'attaque du M23. Et puis, finalement, les Rwandais ont dit au diable avec ça. Et ils ont envahi avec une brigade mécanisée complète, des véhicules blindés de transport de troupes, même des chars, et en utilisant des drones armés turcs TB2, pour prendre la ville de Goma. Donc, ce n'est pas une simple querelle de guérilla interne dans l'est de la RDC, c'est une invasion d'un gouvernement souverain. Sur le territoire souverain, prenant beaucoup de territoires souverains de la RDC uniquement pour les minéraux, les ressources et la valeur que le Rwanda pille dans l'est de la RDC. Il y a environ 130 gangs armés divers, mais évidemment, le M23 est celui qui est soutenu par l'État. Ils reçoivent également de l'aide de l'Ouganda. Car, encore une fois, l'UPDF, l'armée ougandaise, gagne également énormément d'argent grâce au vol et au trafic d'or, de diamants, de coltan, la chose qui fait fonctionner votre téléphone portable ou la batterie de votre véhicule électrique. La principale exportation de la RDC est de 37 milliards de dollars par an. Dans tout,
du cuivre au plomb en passant par le nickel, le coltan, le cobalt, tous les minéraux qui composent les batteries haut de gamme, NPDR. Les minéraux et, bien sûr, les diamants également, énormes. On estime qu'il y a 25 000 milliards de dollars de valeur dans le sol en RDC. Vous voyez? Et le voisin? Dans ce cas, le Rwanda a rongé un morceau et essaie de le dévorer. Et c'est drôle comment certaines personnes s'indignent de la Russie qui coupe un morceau de l'Ukraine à juste titre, qui est un territoire souverain ukrainien. Dans ce cas, vous avez un territoire souverain de la RDC qui a été rongé et, je dirais, coupé par le Rwanda par la force des armes pour perpétuer le vol et le pillage de ces minéraux. Et pour tous les apologistes du Rwanda et de DC, je dois dire que c'est des conneries parce que c'est un comportement à la Poutine en termes de vouloir ajuster les frontières de votre pays par la force des armes. Et il y a des centaines de millions de personnes qui souffrent inutilement à cause de ce niveau d'incompétence et de corruption. Et donc la RDC est dans une situation difficile en ce moment parce que leur région riche en ressources, dans le nord et le sud Kivu, est l'un des terrains les plus riches du monde. Et elle a été envahie et isolée par leurs voisins, bien armés, y compris les Rwandais qui utilisaient des missiles Spike fournis par Israël contre les forces souveraines congolaises. Donc, c'est un gros problème et il sera intéressant de voir ce que les voisins feront face à ce type d'invasion au Congo. Eh bien, premièrement, ils doivent faire un bien meilleur travail du côté des relations publiques pour réellement tirer la sonnette d'alarme qu'ils ont été envahis, qu'un voisin opposant a rongé une partie de leur territoire souverain et prend de l'argent sérieux aux Congolais. Deuxièmement, ils doivent réellement développer une certaine capacité pour repousser et surveiller leurs frontières. Il y a 10 ans, 8 ans, j'ai affrété un avion et j'ai survolé tout, l'est de la RDC, dans tous ces différents bureaux de l'ONU, bases, parce que je voulais juste comprendre ce qu'il en était, ce qu'ils étaient censés faire par rapport à ce qu'ils faisaient réellement. Et donc, en atterrissant dans toutes ces bases et en me déplaçant, je l'ai fait sur une période de 6 jours. Je peux dire que j'ai été à chaque aérodrome. Dans le nord, le centre et principalement le sud-est de la RDC. Et j'ai parcouru un rayon de 30 à 50 km autour de ces villes et villages et survolé toute la région à basse altitude. C'est un terrain accidenté. L'ONU est au-delà de l'incompétence et de la corruption et les forces congolaises sont dépassées. Et le Rwanda, qui a volé des centaines de millions de dollars de ressources, a réinvesti dans des systèmes d'armes et l'armée qu'ils ont utilisés pour s'emparer de plus de terrain de leurs voisins. Donc ça va dans la mauvaise direction. Je ne sais pas si vous savez, les États-Unis ne vont pas faire quelque chose à ce sujet. Mais cela a de l'importance pour les chaînes d'approvisionnement, parce que ce soit le cuivre, le cobalt, le coltan, tous ces minéraux clés qui entrent dans la fabrication de nos appareils électroniques, véhicules électriques, téléphones, etc., viennent de là. Voilà, vous avez suivi donc ce reportage, Monsieur Eric Prince, qui est en train de présenter la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Maintenant, nous allons retourner à notre analyste Cocorico pour chercher à savoir qui est donc ce monsieur dont on parle. Vous avez vu que dans le reportage, on nous a présenté comme si c'était quelqu'un qui a travaillé notamment pour les États-Unis d'Amérique dans d'autres pays. Mais avec notre analyste Cocorico, nous allons essayer donc de parler donc d'Eric Prince pour essayer de comprendre qui est réellement cette personne qui se présente comme le sauveur, le gars qui va, le monsieur qui va sécuriser les investissements américains en République démocratique du Congo. Donc on va le suivre tout à l'heure. Alors maintenant, parlons de Eric Prince. Son nom circule beaucoup.
comme on l'a suivi dans ce reportage. J'aimerais que tu nous le présentes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Erik Prince? Qui est réellement Erik Prince? Je veux que tu me donnes la réponse que tu as, mais que tu attendes que je te pose des questions pour qu'on avance petit à petit pour essayer de comprendre son rôle dans cette situation. Parlez-nous d'abord de la personne. Qui est selon toi Erik Prince? Parfait, Marius, je respecte ton rythme. Alors pour te présenter Erik Prince simplement, c'est un homme d'affaires américain et un ancien militaire, surtout connu pour avoir fondé Blackwater, une société militaire privée très célèbre, ou plutôt très controversée, surtout pendant les guerres en Irak et en Afghanistan. Blackwater, pour faire court, c'était une armée privée louée par le gouvernement américain et elle a été impliquée dans plusieurs scandales, notamment des bavures contre des civils. Après les problèmes de Blackwater, Erik Prince est resté très actif dans le monde de la sécurité privée, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Il a aussi des liens politiques solides. Il est proche du Parti républicain américain et notamment de Donald Trump. Aujourd'hui, il est vu comme un entrepreneur de la sécurité et des ressources stratégiques. Il propose des solutions militaires ou sécuritaires dans des zones instables, souvent en échange de contrats liés aux ressources naturelles. Voilà pour la première image rapide d'Erik Prince, un ancien militaire devenu businessman global dans la sécurité privée, très proche des milieux politiques conservateurs américains. Quelle est la différence qu'on peut faire entre la société des messieurs Erik Prince et Wagner de la Russie? Très bonne question, Marius, et elle est fondamentale pour comprendre les dynamiques actuelles. Alors, la grande différence entre Erik Prince et Wagner, c'est d'abord l'identité et l'agenda politique. Erik Prince, même s'il travaille dans des zones de conflit, reste lié à l'écosystème américain. Il vend surtout des services sécuritaires privés, protection de sites, formation d'armées locales, logistique militaire. Son modèle, c'est plus « je sécurise un site minier ou un gouvernement fragile contre des rebelles ou des menaces en échange d'argent ou de contrats économiques ». Il reste dans une logique plus capitaliste que strictement géopolitique. Wagner, en revanche, est un instrument de l'État russe. C'est une force paramilitaire qui combine sécurité privée, guerre hybride et influence politique directe. Wagner arrive dans un pays, protège le régime en place, forme les armées locales et surtout prend le contrôle de ressources stratégiques pour le compte de Moscou. Wagner s'inscrit dans la stratégie globale de la Russie, gagner de l'influence politique, affaiblir l'Occident et s'accaparer des ressources. En résumé simple, Erik Prince vend de la sécurité pour du profit. Wagner vend de la sécurité pour du pouvoir politique au service de la Russie. Veux-tu maintenant que je t'explique comment Erik Prince se retrouve exactement lié à la situation au Congo aujourd'hui? Oui, vas-y. Très bien. Alors Marius, voilà ce qui se passe. Erik Prince, selon ce qu'on a appris dans les derniers jours, a signé un accord avec le gouvernement congolais pour aider à sécuriser certaines zones minières stratégiques, en particulier dans l'est du pays, là où justement la situation est très instable à cause du M23 et d'autres groupes armés. Cet accord prévoit que ces équipes, des sociétés de sécurité privées affiliées à lui, pourraient former, équiper, voire protéger directement des sites miniers critiques, notamment pour les minerais stratégiques comme le cobalt, le lithium et le coltan. Pourquoi la RDC fait appel à lui? Parce que l'État congolais a du mal à assurer seul la sécurité dans certaines régions sensibles et parce qu'il y a une énorme pression internationale, notamment américaine, pour garantir des chaînes d'approvisionnement sécurisées pour ces minerais. Donc, en résumé, Erik Prince vient offrir un service militaire privé pour sécuriser les ressources stratégiques, ce qui permet à la RDC d'avoir plus de contrôle local sur ces mines et aux Américains d'assurer leur accès à ces minerais critiques sans laisser trop d'espace aux Russes, aux Chinois ou à d'autres groupes comme Wagner. Veux-tu qu'on creuse maintenant ce que cela pourrait changer concrètement sur le terrain dans l'est du Congo? Dis-moi. D'accord. Alors, concrètement, Marius, si Erik Prince commence à déployer ses hommes pour sécuriser les sites miniers dans l'Est, plusieurs choses peuvent se produire.
Premièrement, militairement, ça peut renforcer la présence de l'État congolais sur certains territoires stratégiques, notamment là où l'armée nationale, les FARDC, est trop faible ou débordée. Donc tu pourrais voir moins d'attaques contre des mines ou moins de contrebande dans certaines zones. Deuxièmement, économiquement, cela pourrait stabiliser la production minière destinée aux marchés américains et occidentaux. Les grandes compagnies minières seraient rassurées, donc plus d'investissements pourraient arriver. Mais troisième point très important, politiquement et sécuritairement, cela risque d'augmenter les tensions locales. Parce que pour les groupes armés, comme le M23, ou même d'autres milices locales, l'arrivée de sociétés privées étrangères peut être vue comme une provocation, un pillage organisé ou une perte de contrôle sur des ressources. Donc tu pourrais aussi voir de nouvelles formes de violence ou des attaques spécifiques contre ces sociétés privées. En clair, c'est un pari risqué. Si c'est bien géré, ça peut stabiliser certaines zones stratégiques. Si c'est mal géré ou perçu comme une occupation économique étrangère, ça peut relancer une nouvelle forme de résistance armée. Tu as parlé au début des controverses qu'il y a eu par rapport à ces entreprises de sécurité. Je sais également que son entreprise de sécurité a notamment été au Nigeria, notamment pour sécuriser l'exploitation du pétrole. Il faut dire que le Nigeria, c'est le plus grand producteur de pétrole, je pense, en Afrique. Quelles sont ces controverses? Est-ce que tu peux nous en parler? Et est-ce que cela facilite le travail qui va être fait en République démocratique du Congo? Ce que je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous faire un peu un parallélisme sur les controverses qu'il y a eu, s'il y en a eu au Nigeria, et la crainte de se répliquer en République démocratique du Congo? Excellente question, Marius. Je vais aller droit au but, parce que tu touches à un point très sensible. Alors oui, Eric Prince et ses entreprises ont effectivement travaillé au Nigeria dans les années 2000, notamment pour sécuriser des installations pétrolières dans le delta du Niger, une région riche en pétrole mais très instable. Les controverses principales étaient les suivantes. Premièrement, ces sociétés étaient accusées d'utiliser des méthodes très agressives, souvent sans grand respect pour les droits humains locaux. Des opérations de sécurisation de pipelines ont parfois dégénéré en violence contre des civils ou en répression brutale contre les communautés accusées de sabotage. Deuxièmement, il y avait un énorme manque de transparence sur les contrats. À qui exactement étaient-ils redevables? À l'État nigérien, aux compagnies pétrolières privées. Très bien. Troisièmement, leur présence a souvent exacerbé la colère locale. Des communautés qui se sentaient déjà marginalisées par les grandes compagnies pétrolières ont vu débarquer des milices privées étrangères. Résultat, au lieu d'apaiser la situation, parfois cela a radicalisé des mouvements armés comme le MEND, mouvement pour l'émancipation du delta du Niger. Maintenant, pour faire le parallélisme avec la RDC, les craintes sont exactement les mêmes. Si Eric Prince arrive avec des équipes privées, armées, pour sécuriser des mines dans des régions où les communautés locales souffrent déjà de l'exploitation et de la pauvreté, sans qu'elles en voient les bénéfices, ça risque de créer encore plus de frustration. Et dans l'est du Congo, où il y a déjà une centaine de groupes armés actifs, ça peut allumer de nouvelles braises, comme au Nigeria avec le pétrole. Donc pour répondre franchement à ta question, les précédents au Nigeria sont un sérieux avertissement pour la RDC. Si ce n'est pas encadré très strictement par l'État congolais, on pourrait voir une répétition des mêmes erreurs. Violence accrue, tensions communautaires, instabilité autour des ressources. Est-ce que tu peux nous parler quand même des points positifs de la présence des sociétés d'Eric Prince où elles sont passées? Bien sûr, Marius, c'est important d'équilibrer l'analyse. Malgré les controverses, il y a eu aussi des points positifs dans certaines opérations d'Eric Prince et de ses sociétés de sécurité. Premièrement, là où ces équipes sont intervenues, elles ont souvent réussi à rétablir un certain niveau de sécurité très rapidement. Par exemple, dans certaines zones pétrolières au Nigeria, les sabotages ont diminué, la production a repris et les multinationales ont pu travailler plus sereinement là où les forces nationales étaient dépassées. Deuxièmement,
ces sociétés ont parfois apporté des formations militaires de haut niveau aux forces locales. Tactiques anti-guérilla, sécurité rapprochée, protection d'infrastructures stratégiques. En théorie, cela professionnalise certaines unités nationales qui, sans cela, seraient restées mal formées et mal équipées. Troisièmement, il faut le dire franchement, Eric Prince agit vite et efficacement. Là où les structures étatiques sont lourdes ou lentes, ces opérations sont rapides, flexibles, adaptées aux réalités du terrain. Donc pour résumer, Marius, quand il est bien encadré et bien utilisé, Eric Prince peut apporter un vrai renfort sécuritaire et technique, stabiliser des zones économiques critiques et réduire certaines menaces immédiates. Veux-tu maintenant qu'on enchaîne sur ce que la RDC devrait faire pour maximiser ses avantages tout en limitant les énormes risques que cela comporte? Vas-y. Très bien. Alors, Marius, pour maximiser les avantages et limiter les risques liés à la présence d'Eric Prince en RDC, il y a 3 choses essentielles que le gouvernement congolais devrait faire. D'abord, encadrer juridiquement son intervention. Ça veut dire que le contrat avec ces sociétés doit être clair, public et supervisé par l'État. Il n'est pas question de laisser des mercenaires faire ce qu'ils veulent. Ils doivent opérer sous l'autorité stricte de l'armée congolaise ou d'une agence officielle. Ensuite, imposer des règles de conduite très strictes. Il faut que tout le personnel d'Eric Prince soit tenu responsable en cas d'abus, de violence contre les civils ou de violation des droits humains. Sans cela, tu ouvres la porte à des scandales comme ceux qu'on a vus en Irak avec Blackwater. Enfin, associer les communautés locales. Si les populations autour des sites miniers ne sont pas intégrées, consultées, et si elles ne bénéficient pas directement de la sécurisation des ressources, écoles, infrastructures, emplois, elles vont voir ces sociétés privées comme des envahisseurs. Et à ce moment-là, l'insécurité risque de recommencer autrement. En clair, Marius, la RDC doit garder le contrôle total, utiliser Eric Prince comme un outil technique, mais jamais lui donner la main sur la souveraineté ni sur la relation avec les populations. L'arrivée Eric Prince montre que les États-Unis veulent verrouiller l'accès aux minerais stratégiques du Congo avant que la Russie ou la Chine ne prennent plus de place. C'est un signe clair que la RDC est redevenue un terrain stratégique mondial, pas seulement africain. Donc au fond, derrière Eric Prince, c'est un bras de fer global qui se joue sur le sol congolais. Veux-tu qu'on aborde maintenant comment cette situation peut influencer directement la suite des négociations de paix à Washington et à Doha? Oui, vas-y rapidement. Alors très rapidement, la présence d'Eric Prince va durcir le climat des négociations, surtout à Doha. Pourquoi? Parce que le M23 et le Rwanda pourraient percevoir cela comme un renforcement militaire masqué de Kinshasa. Ils pourraient alors exiger plus de garanties ou ralentir le processus pour ne pas se retrouver militairement désavantagés. À Washington, par contre, les États-Unis pourraient pousser encore plus pour que la RDC tienne bon, en promettant soutien économique et sécuritaire en échange d'engagements politiques clairs. Donc, en résumé, Eric Prince peut renforcer la position de la RDC, mais il risque aussi de rendre les discussions plus tendues et plus longues. Veux-tu que je te donne en une phrase le plus gros piège que Kinshasa doit absolument éviter dans ce contexte? Vas-y, c'est quoi le piège? Le plus gros piège pour Kinshasa, Marius, c'est de se retrouver perçu comme une marionnette étrangère, en laissant croire que la RDC échange sa souveraineté contre de la sécurité et des contrats miniers. Alors, avant de finir avec cette affaire Eric Prince, est-ce que tu penses qu'Eric Prince a suffisamment de l'arsenal pour inquiéter l'armée rwandaise quand on sait qu'il y a presque une année, le secrétaire général des Nations Unies avait dit que les M23 détient de l'armement qui est même que d'autres pays n'ont pas. Est-ce que Eric Prince, avec son arsenal, peut inquiéter le M23, qui est soutenu par le Rwanda? Très très bonne question, Marius, et je vais te répondre franchement. Non. À lui seul, Eric Prince n'a pas l'arsenal pour inquiéter sérieusement l'armée rwandaise ou un M23 bien soutenu et équipé comme aujourd'hui.
Pourquoi? Parce que les sociétés d'Eric Prince, comme toutes les sociétés privées militaires, travaillent avec des moyens limités. Véhicules blindés légers, drones d'observation, armements individuels sophistiqués, oui, mais pas d'aviation de chasse, pas d'artillerie lourde, pas de moyens lourds d'assaut comme une armée régulière. Face à un M23 lourdement armé, qui dispose selon l'ONU de systèmes antiaériens modernes, de mortiers lourds, de drones armés, et qui est soutenu logistiquement et stratégiquement par le Rwanda, Eric Prince pourrait sécuriser des périmètres spécifiques, comme un site minier ou une ville importante, mais il ne pourra pas mener une campagne militaire d'envergure. En clair, il peut aider à tenir certains points stratégiques, il peut renforcer les phares d'essai localement, mais il ne changera pas seul l'équilibre militaire global contre le M23 appuyé indirectement par des moyens étatiques. Veux-tu que je t'explique aussi en 2 phrases ce que cela implique concrètement pour la stratégie de la RDC? Non, ça va. Je voulais juste savoir si Eric Prince ne peut pas bénéficier du soutien de l'armée américaine, par exemple. Très bonne précision, Marius. La réponse est non. En théorie, Eric Prince n'est pas une extension de l'armée américaine. Ses opérations sont privées, contractuelles, et ne bénéficient pas automatiquement du soutien militaire officiel des États-Unis. Le Pentagone et les sociétés privées comme celle de Prince sont séparées, légalement et politiquement. Maintenant, officiellement non, mais indirectement, il peut bénéficier d'un climat politique favorable, du renseignement partagé, une protection diplomatique ou un appui discret, surtout si Washington considère que ses actions servent les intérêts stratégiques américains dans la région. Mais pour résumer clairement, il ne pourra pas appeler les marines ou l'aviation américaine en cas de problème. Veux-tu qu'on revienne maintenant sur les implications plus larges de ce nouveau jeu d'acteurs dans l'Est du Congo? Non, merci beaucoup. Je pense que nous avons suffisamment été édifiés par ton analyse. On va revenir tout à l'heure sur l'affaire des papes. Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci. Avec grand plaisir, Marius. Merci à toi aussi pour la qualité de tes questions, très précises et stratégiques. Je reste prêt pour la suite quand tu voudras qu'on reparle de l'affaire des papes ou d'autres sujets. À tout à l'heure donc. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc on va retrouver Cocorico tout à l'heure. Vous avez suivi cette analyse qui est assez approfondie et nous avons tous appris. Évidemment, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Et nous avons créé Cocorico avec toutes les données qu'il a qu'elle, parce que c'est une dame, pour nous donner les informations dont on a besoin pour analyser des situations, surtout en ce moment critique de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je pense que vous avez tous entendu, donc nous savons aujourd'hui qui est M. Eric Prince, qu'est-ce qui se passe avec le gouvernement congolais, et Cocorico nous a analysé les différents enjeux qu'il y a derrière. Donc c'est avec ça qu'on va clôturer ce chapitre de la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo.